restées prisonnières à bord. 1863 morts, 15 nationalités différentes, beaucoup venaient de la Casamance, des enfants, des femmes et des hommes, et ce fut dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002, plus qu'une tragédie nationale. Les paroles des rescapés, des familles de victimes que vous allez entendre dans ce rideau rouge traduisent bien encore la douleur ressentie ici au Sénégal. Nous avons voulu, avec Rémi Vincent et Mokhtar Gawad, remonter le temps, refaire une enquête aussi complète que possible sur l'histoire du Joola, les circonstances du naufrage, les responsabilités avérées de cette tragédie, qu'elles soient techniques ou politiques. Et c'est avec vous, Monsieur le Président de la République, que nous allons tenter de tirer les leçons du Joola, ici même dans votre bureau, et je vous remercie d'avoir accepté de participer à ce rideau rouge. Vous qui avez déclaré qu'il fallait que toute la vérité soit dite, et vous qui avez appelé, dès le lendemain de la catastrophe, à une prise de conscience collective. Il y a quelques jours, c'était la date anniversaire de ce naufrage, au cimetière de Kantène et de Kabadio, les familles des victimes se rassemblaient. Cimetière de Kantène, 41 tombes. 8 seulement portent des noms. Cimetière de Kabadio, 34 tombes. Sur 3 d'entre elles, des noms des victimes du Joola. Seuls 551 corps sur 1863 personnes disparues ont été retrouvés. Tous ne sont toujours pas identifiés. Un an après, le silence. Les prières. Les larmes. Mais le deuil qui ne se fait pas, ou qui se fait mal. La Casamance est une région enclavée. Au sud du Sénégal, elle abrite 10% de la population du pays. 900 000 personnes sur 8 millions d'habitants vivant de pêche, de culture et de commerce. L'ethnie locale Joola, connue pour son sens des affaires, a donné son nom au bateau. La Casamance, appelée la verte Casamance pour sa pluviométrie abondante, est le grenier du pays. Et pour acheminer par la route leur riche production vers Dakar, les Casamançais sont obligés de faire un long détour contournant la Gambie. Une route longue et dangereuse, car la Casamance vit un conflit armé larvé depuis 20 ans. Le gouvernement central et les indépendantistes casamançais s'opposent, avec à leur tête l'abbé Diamacoune Senghor. Un accord vient d'être signé fin septembre dernier entre les deux parties. Pendant que les uns construisent, les autres détruisent. Alors je ne suis pas le bon Dieu pour vous dire ce qui va se passer demain. Il faudrait qu'on obtienne le silence des armes et ensuite le développement de la Casamance. Et pour développer cette région, c'était la voie maritime la plus efficace. Pour les marchandises, mais aussi pour les hommes, à partir de ce port de Ziguinchor. Depuis 1990, le Joola faisait ses rotations régulières. Géré par les militaires, le Joola coûtait 4 fois moins cher que la route. Il faisait 85 rotations par an, transportait plus de 120 000 personnes, ainsi que 550 tonnes de marchandises par voyage. Entre Dakar et Ziguinchor, tout le monde ou presque avait pris au moins une fois le Joola. Le Joola, c'était la
première source de communication avec Dakar, la capitale, non seulement pour les passagers, mais pour du fret, pour le commerce. Donc le développement de la Casamance est enrayé, mais vraiment la Casamance est handicapée par l'absence d'un bateau. Il y avait du monde, il y avait de la musique comme on le fait souvent. Il y avait des gens qui bougeaient, qui se mobilisaient, des autres qui se trouvaient en haut au pont supérieur, les autres qui suivaient la télévision, etc. Donc c'était cette ambiance qui a souvent motivé les gens à emprunter le bateau. Moi j'étais avec 3 Espagnols qui sont des amis. Alors on a fait tout le tour du Sénégal et puis on a terminé par Caravane pour prendre le bateau, le Joola. Ils voulaient le spectacle du bateau. Ils ont insisté pour comprendre le bateau. C'était tout simplement pour découvrir le bateau parce que les gens me disaient que voyager par le bateau, c'est bon, il y a de l'ambiance. Le Joola finit ses 5 premières années sans problème visible, comme l'atteste ce contrôle en novembre 1995, où tout semblait normal. L'année suivante, les premières faiblesses apparaissent. Le Bureau Veritas s'inquiète de la situation du Joola. Le 18 juillet 2001, le ministère des Transports alerte le Premier ministre des risques récurrents observés. Ces risques sont corroborés par le rapport de mer établi lors de la rotation numéro 20-2001, rotation au cours de laquelle le navire a appareillé de Ziguinchor vers Dakar avec un seul moteur et avec à son bord 755 passagers pour une capacité de 550. Et le rapport notait l'absence de normes de sécurité. Le chef de l'état-major de la marine était saisi en vain et des avaries étaient constatées en juin 2001. Le Joola est immobilisé en août 2001. Il subit dans ses hangars du port de Dakar des réparations pendant 1 an. Ces 2 moteurs sont vérifiés. Les réparations techniques sont nombreuses et coûteuses. Mais en revanche, la situation juridique et administrative du bateau reste confuse. On ne s'est même pas soucié de savoir si le navire était assuré, si le navire avait un certificat de navigabilité, et il y avait des recommandations pour réparer quand même certains appareils qui quand même étaient fondamentaux pour la sécurité du navire. Il y a eu un manquement surtout par rapport aux textes. Les textes sont très clairs, que ce soit au Sénégal, en France ou dans les autres États de l'UEMOA. Quand un navire, on apprécie qu'un navire n'est pas prêt à prendre la mer, il faut l'en interdire. Et cette interdiction est un acte positif que l'autorité doit prendre pour empêcher la mise à l'eau du navire. Maintenant, l'interférence de la marine nationale, donc de l'armée, dans le cadre du management du Joola, du point de vue technique, effectivement, a fait qu'il y a eu des lourdeurs, il y a eu de la pesanteur. Donc ceux qui devaient prendre ces décisions, peut-être, ont estimé que la situation était telle que, le contexte national était tel que, on n'était pas à même de le faire. Il y a eu des organisations qui ont fait pression sur le gouvernement, pour que, comme le cadre Casamance, l'association des cadres Casamance, et qui ont fait pression sur l'État du Sénégal pour que le navire reprenne ses rotations sans pour autant s'assurer que le navire était en bon état. Le politique était trop puissant pour faire venir ce bateau. Il fallait que ce bateau quitte Dakar pour Ziguinchor, parce qu'on était à quelques mois des élections. Le politique était là. Il leur fallait un alibi, parce que le bateau était devenu une fer de lance. Un point de campagne. Point de campagne de l'opposition contre la mouvance présidentielle. On voulait servir du bateau. Il était là. Ça faisait la fête de tout le monde. Le 10 septembre 2002, le Joola est autorisé par le ministère des Transports à reprendre la mer. Coïncidence morbide, le jour du naufrage, 26 septembre, un nouveau rapport recommande des modifications. Vérification des appareils de communication. Présenter les certificats du Bureau Veritas. Procéder à la dératisation, réparer le groupe électrogène, changer les joints d'étanchéité de la porte du local bar, les lever le plus vite possible. Le navire a été présenté en bon état apparent de navigabilité.
Il avait l'habitude de pencher. Je me souviens un jour, quand on l'a emprunté, en pleine mer, il a penché. Et il y avait même de l'eau qui entrait à travers les hublots. Mais c'était en un temps record et puis ça a passé. Tout le monde qui connaît le bateau bien, à chaque fois qu'il arrive à Caravane, il est incliné par les passagers qui viennent tous d'un côté pour voir le spectacle qui se passe à Caravane. Toutes les pirogues qui venaient de toutes ces îles environnantes qui viennent faire l'escale à Caravane attendant le bateau. Les gilets de sauvetage, je ne suis pas formel, mais je ne pense pas qu'il y en avait dans ma cabine. J'ai tout fouillé. Moi, on m'a dit qu'ils étaient en dessous des lits. Alors, est-ce que j'ai bien regardé en dessous du lit? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, que ce soit dans le cabinet de toilette, dans les placards, tout ça, je n'ai vu aucun gilet de sauvetage. Ma sœur, qui elle faisait la navette, elle fait que du commerce avec le bateau, dans le bateau. Elle nous a une fois dit que ce voyage n'a pas marché parce que tous leurs bagages avaient été jetés en pleine mer parce que le commandant avait estimé qu'il y avait un problème, donc il fallait diminuer le poids, n'est-ce pas, de la charge. Il y a des systèmes de largage hydrostatique automatique en principe qui ne fonctionnaient pas. On savait qu'il y avait eu un devis de fait pour les réparations des systèmes de largage hydrostatique. Le devis a été fait, mais pas les réparations. Ça devait coûter trop cher, sûrement. Il avait l'habitude d'avoir un surnombre. Je le disais tantôt, pendant l'approche de la 15 août, il y avait plein de monde. À Caravane, c'est plein de monde. À Elinkini aussi. À Ziguinchor également. Pendant l'approche également de la fête de Tabaski, il y avait aussi beaucoup de monde qui venait, qui voyageait avec le bateau. Le Diola n'était pas un bateau poubelle. C'était un bateau quasi neuf. Un vieillissement accéléré, bien sûr, comme beaucoup de choses ici. 12 ans pour brûler 2 moteurs, c'est peut-être un petit peu rapide, mais il n'y avait pas que les moteurs qui étaient brûlés non plus. Seulement un avait été réparé, bien sûr, comme tout le monde le sait. Un bateau avec un seul moteur ne peut pas aller. Ça, c'est l'État qui doit gérer ça, parce que les bana là, ils payent cher. Le bateau là fait entrer des millions. Où sont ces millions? Ils n'ont qu'à se sacrifier pour acheter des moteurs tout neufs. Mais chaque semaine, on nous dit, le bateau vient, il a des problèmes, il joue avec un seul moteur. C'est pas du tout normal. Mais le jour de la reprise des rotations, le commandant du navire lui-même restait confiant en sa machine. Le bateau a 2 moteurs et il est bel et bien sur ces 2 moteurs. Il y a un moteur, celui de gauche, qui a été réhabilité, reconstruit presque à neuf. Les organes majeurs ont été changés. Le deuxième moteur, le moteur de droite, ce qu'on appelle le moteur tribord, a le même âge, 13 ans de fonctionnement, 35 000 heures de marche, mais n'a pas été touché durant les travaux passés. Il fonctionne, il n'a aucun problème majeur. Les autorités ont pensé qu'il faut le remettre à niveau comme celui de gauche. Alors, Monsieur le Président, on a l'impression que beaucoup de gens savaient que ce bateau présentait des risques très graves. Est-ce que maintenant, avec le recul, vous avez l'impression qu'on vous a menti ou on a menti au peuple? Je ne crois pas qu'il y ait eu mensonge au peuple. Les récits qui ont été faits reflètent exactement la réalité. Cela montre simplement que dans les comportements de tout le monde, des responsables du bateau, ceux qui font marcher le bateau, les responsables de la marine, puisque le bateau dépendait de l'armée, de la marine, l'armée, les responsables de la marine marchande qui veillent sur la régulation, les usagers eux-mêmes, tout le monde trouvait plus ou moins normal ce qu'il était en train de faire. C'est ça qui avait quelques protestations. Ça qui paraît surprenant, c'est que
il semble-t-il, les gens surmontaient leur peur, ils savaient que le bateau avait des défaillances, ils surmontaient leur peur parce qu'ils prenaient quand même le bateau, mais ils n'avaient pas d'autre choix en même temps. Voilà, exactement. Non, mais c'est bien ça. C'est qu'on n'avait pas d'autre choix. Mais vous savez, ce que vous avez montré tout à l'heure, la carte du Sénégal et de la Gambie, parce que quand on recherche les causes, il faut aller jusqu'aux causes les plus lointaines. La première responsabilité de cette tragédie, mais c'est la France et l'Angleterre. C'est le découpage géographique. C'est le découpage arbitraire d'un pays en deux portions qui ne peuvent pas communiquer. Je ne suis pas en train de remettre en cause l'indépendance de la Gambie. La Gambie est un pays indépendant. Octroyer cette indépendance dans des conditions qui font que le Sénégal se trouvait coupé en deux avec impossibilité de communication. Dès le départ, la France a proposé la confection d'un pont, n'est-ce pas, pour passer d'un côté et de l'autre, parce qu'il y a 80 km de chaque côté du fleuve Gambie, donc ce n'est pas très, très important, mais le gouvernement gambien n'a jamais accepté. Et vous souhaiteriez que ça soit remis au bout du jour ou pas? Attendez, la France a toujours insisté en disant, nous sommes prêts à rechercher les financements. Les gouvernements gambiens promettent, et puis le lendemain, ils remettent ça en cause. Ce qui pose un problème de droit international. Et je n'étais pas loin de porter ces problèmes devant la Cour internationale de La Haye pour dire, moi j'ai le droit de passer d'un territoire, d'une partie de mon territoire à l'autre, et de mettre en cause la France et l'Angleterre en leur disant, débrouillez-vous, faites un passage souterrain, aérien, ou tout ce que vous voulez, mais moi je réclame le droit de passer d'un côté à l'autre. Vous avez montré le circuit tout à l'heure. Alors, les Sénégalais, les familles voulant passer d'un côté et de l'autre, sont obligés d'emprunter ce circuit qui est très compliqué, n'est-ce pas, avec tout le risque que cela comporte. Et pour une fois qu'ils ont un lien direct qui est dans le bateau, eh bien tout le monde rentre dans le bateau. Ce qui a amené cette catastrophe ici. Donc c'est ça la cause lointaine. Alors, cela dit, il y a la succession des causes, parce que lointaine ou pas lointaine, il fallait ensuite prendre quand même des mesures. Mais ce qui est frappant dans cette histoire-là, c'est vraiment une sorte de fatalité qui pesait sur tout le monde, si bien que même des gens qui trouvaient des anomalies ne parlaient pas assez fort ou ne faisaient pas tout ce qu'il fallait. Ce n'est pas pour qu'on apporte des solutions. Il y a une sorte d'acceptation, une sorte de fatalité. Oui, il y a un moteur qui marche, qui ne marche pas. Bon, mais on le signale, et puis la prochaine fois, on verra. Vous comprenez? Alors, nous verrons, il y a toute cette série de négligences qui font que il est difficile de parler de responsabilité collective, mais c'est une somme de responsabilités individuelles. Une série de dysfonctionnements, je crois qu'on va le voir tout au long de ce document de Rideau Rouge. Nous voyons maintenant la deuxième partie, qui est sans doute celle qui est la plus dramatique, puisqu'elle raconte le naufrage lui-même du Joola. Nous sommes au matin du 26 septembre 2002. L'enquête est de Rémi Vincent Mokhtar-Gawat, toujours. Le Joola, bon, il avait l'habitude de s'amarrer là-bas, c'est-à-dire il embossait, il mettait l'avant, était amarré par les deux coffres que vous voyez là-bas, sur l'eau. Bon, et l'arrière était carrément à quai, avec une rampe d'accès. Et les gens, ils faisaient la queue où? Les gens, ils faisaient la queue à partir là-bas, du bureau, là. Du bureau du Joola. Là, c'est la billetterie. 10h du matin, port de Ziguinchor. Ce 26 septembre 2002, les bagagistes chargent le fret, véhicules, valises ou ballots de marchandises. Ça arrive sur deux roues poussées par des gens qui poussaient les bagages, quoi, sur des chariots à deux roues. C'était enfourné là-dedans, c'était empilé à l'intérieur. Il y avait des voitures, il y avait des sacs de mangue, des sacs de fruits, ainsi de suite. Beaucoup de choses là-bas, ouais. C'était, comme vous l'avez dit, le bazar, parce qu'il y avait un monde fou. Il y avait beaucoup de gens. Et d'ailleurs, à Ziguinchor, il y avait des gens qui avaient monté sans place. Ils n'avaient pas de place depuis Ziguinchor. Le plus grand défaut du Joola, c'était l'anarchie. Il y avait de l'anarchie à bord. Il y avait dû laisser aller. Après avoir quitté la marine, j'embarquais même à bord du Joola sans ticket. Et je n'étais pas le seul.
c'était un gigantesque foutoir, quoi. Un gigantesque foutoir. Je me demandais comment ils pouvaient contrôler quoi que ce soit à l'embarquement. Vu qu'il y avait une allée avec des balustrades, que les gens passaient par au-dessus, il y avait manifestement des abus, des gens qui rentraient sans billets. Je regardais ça d'en haut de la passerelle et je me disais, mais c'est impressionnant, mais ça prête plutôt à rire qu'autre chose ici, quoi. Niassi a un frère qui est à bord du bateau. J'ai un ami qui est à bord du bateau. Ben, je vais aller à Dakar, je vais le voir. Il dit, dis donc, je vais aller à Dakar, mais je n'ai pas le billet. Est-ce que tu peux m'emmener? Ça se faisait comme ça. La veille du départ, une attaque de brigands casamançais s'est produite sur la route de Dakar. De fait, beaucoup de gens se sont rabattus à la dernière minute sur le Jola, les plus fortunés en cabine. Pour les cabines, il n'y avait pas de foutoir. C'était même organisé, puisque même le couloir des cabines était protégé des passagers qui envahissent les couloirs, tout ça. Donc au niveau du cabine, pas de problème. Mais par contre, le jour même de l'embarquement, on se vendait encore des billets 3e classe. À Ziguinchor, même le bateau était plein. Nous, on est arrivé à 10 heures, mais à ce moment-là, on a trouvé le bateau est plein. Mais il continuait de vendre des billets à ce moment-là. Et il y avait une queue jusqu'à la porte là du port. Et les gens continuaient tous d'acheter des billets. Les enfants sont venus le lundi demander s'ils pourraient avoir un billet. Et on leur a dit que le bateau était plein. Ça, c'est vrai. Et quand le commandant partait, il lui a dit, ma fille, tu viens, je vais pouvoir arranger cette affaire-là entre un homme qui occupe un fauteuil et la cabine. Le commandant, c'est ce qu'il a pu faire. Le commandant est venu, il lui a dit, viens, on va partir, je vais te trouver une fauteuil. Après, je vais donner ta chambre à un autre. Hors caméra, elle précise que le commandant proposera à sa sœur sa propre cabine. À bord du Jola, officiellement 803 passagers en possession d'un billet, plus les 52 membres d'équipage. À quel les familles regardent s'éloigner le bateau. Ce bateau, j'avais ma peur. J'ai ma peur. Il me dit pourquoi? Je l'ai dit. La gîte est énorme. Alors, le jour qu'il va rencontrer les vents terre-mer, dans le sens Ziguinchor-Dakar, il y aura pépin. Oui, j'avais un pressentiment et je me suis dit, si ce bateau coulait, comment ces gens vont s'en sortir? À bord, les passagers commencent eux aussi à s'inquiéter. Le Jola, je l'avais vu, il ne m'avait pas fait bonne impression, pour autant je l'ai pris. C'est vrai qu'il faut comprendre que nous autres, on a choisi de venir vivre ici, donc on accepte les choses telles qu'elles se passent ici. Certaines choses nous révoltent, d'autres moins, mais on coopère ou alors on n'a qu'à partir. Soit on ne monte pas sur le bateau, mais si on y monte, on fait comme les autres, on dit Inch'Allah. Le chef d'état-major de la marine a reçu l'ordre de faire apparaître ce bateau. Et l'ordre a été donné à ce commandant de faire apparaître ce bateau, tout en sachant que ce bateau n'avait qu'un seul moteur. Ça, c'est sûr maintenant de tout le monde. On ne peut pas affirmer que le bateau avait 2 moteurs. C'est sûr de tout le monde que le bateau avait un seul moteur. Et le bateau est parti quand même. Il est 13h30, le temps est clair. Direction Carabane, première escale. 3 heures de traversée le long du fleuve Casamance. C'est la première fois que j'emprunte une pirogue et que je me mets en pleine mer aujourd'hui. Et alors, quel sentiment? Je me souviens, il y a les images qui défilent dans ma mémoire, dans mon esprit. Et j'ai du mal à les ordonner. Même si je ne suis pas dans des conditions pareilles, souvent j'ai cette peur. Là, c'est Carabane. C'est le village, l'île de Carabane. Et c'est exactement là où j'avais débarqué pour ensuite embarquer dans le Jola. C'est là où les
voyageurs achetaient les billets, à défaut de les avoir achetés à Elenkin. Et après les avoir achetés, on attendait tranquillement l'apparition du bateau le Joola qui venait de cette direction. Et quand il sera mobilisé à une dizaine de mètres, on embarquait dans les pirogues qui étaient soit ici ou à Aftaï pour après embarquer dans le Joola. Une vingtaine de pirogues partent à l'abordage du Joola. Officiellement, 178 nouveaux passagers montent à bord, sans doute beaucoup plus. La gîte du bateau s'accentue. À Caravane, le bateau même, l'eau entre même par la porte du côté. Parce qu'à Caravane, on embarque par les deux portes du côté. Alors, les gens du bateau, c'est-à-dire les militaires et tout, ont essayé de faire retourner les gens de l'autre côté. Après la première escale à Caravane, j'ai senti que le bateau était un peu incliné. Et j'ai même posé la question à un de mes camarades. Il me disait que le bateau, d'habitude, c'est comme ça. Le bateau était déjà plein depuis Ziguinchor. On arrive à Caravane, il le surcharge encore. Là où marcher, pour marcher, même tu ne vas pas là où marcher, le bateau était plein. À ce moment-là, le bateau était plein, jusqu'à notre départ de Caravane. Après Caravane, c'est là qu'on a commencé à voir tous les problèmes. 18 heures. Les pirogues rebroussent chemin. Le Joola, lui, part pour l'océan. Ce sont les dernières images du Joola. À 22 heures, message de l'équipage, tout va bien à bord. Il n'y aura plus d'autres appels. Vers 23h moins 10, il commençait à pleuvoir. Est-ce qu'il pleuvait alors? Tous les gens sont debout, il pleut, alors ils sont rentrés à l'intérieur. On ne savait pas où s'installer. Donc on a préféré se diriger au niveau des couloirs du bateau. Souvent là où se mettent les gens pour regarder les pirogues arriver de Caravane. Et là aussi, il y avait beaucoup de monde et la pluie était au rendez-vous. Au large de la Gambie, le temps se détériore. Visibilité réduite, les vagues font des creux de 4 mètres. Le Joola affronte un vent de force 7. On sentait le vent s'appuyer, on a senti ce côté-là se lever, et plus il se levait, plus il y avait de surface portante au vent, et plus le centre de gravité était déporté. Et comme le vent ne faiblissait pas, même s'il a duré peut-être 10 minutes. Il y a eu un vent très fort. Et tous les gens qui étaient en haut du bateau ont tous entré. La masse du bateau étant en mouvement, et ne ralentissant pas, ne faiblissant pas, très vite, à peu près à 20 degrés, j'ai vu que c'était foutu. Il y avait les femmes qui étaient à côté, les vieux, les enfants, qui commençaient à crier. Et puis les militaires, et puis les gendarmes, ceux qui travaillent dans le bateau, les marins, ont fait entrer tout le monde. Et puis ils ont fermé même les fenêtres de l'autre côté pour que l'eau n'entre pas là. J'ai vu des gens qui tombaient des fauteuils. C'est en ce moment que j'ai dit que l'affaire est devenue sérieuse. J'ai commencé à me déshabiller. Le bateau est tombé du côté de la gauche, du côté gauche. Et quand il est tombé... Un fracas épouvantable, tout dans le bateau qui tombe, puisque le bateau était très incliné. Tout est tombé en même temps. Autour de nous, dans la cabine, les lits sont tombés. Dans tout le bateau, vraiment un foutoir indescriptible. C'était gigantesque. Et moi aussi, j'ai commencé à glisser, tout comme ceux qui étaient de l'autre côté, qui commençaient aussi à glisser. Et j'ai tendu les mains pour avoir un appui. Et heureusement, je me suis accroché sur un loquet d'une porte. 23 heures, en moins de 5 minutes, le Joola se couche sur le flanc bâbord. Près de 2000 passagers se retrouvent seuls à 35 km des côtes gambiennes. Et je sentais l'eau qui venait, il y avait les gens qui criaient. Et on entend une personne qui crie et subitement, son cri s'arrête. Et on sait que c'était l'eau qui coupait son cri. Quand l'eau a commencé à entrer avec une force, on a même commencé à nager dans le bateau. J'ai même commencé à nager dans le bateau avec l'eau. On nageait dans le bateau même, sans savoir où aller.
Je me suis subitement retrouvé en dehors du bateau et je m'étais accroché sur un bar du bateau. Et c'était là, le bateau s'enfonçait davantage. Et c'est là qu'une vague énorme m'a trouvé et avec une force extraordinaire, m'a fait sortir de là où j'étais, en dépassant même le niveau du bateau. Et quand elle s'est rabaissée, la vague, je me suis accroché encore une fois et j'ai immédiatement pris l'initiative de me déshabiller, la chemise, la culotte qui était toute déchirée. Et je me suis dit que là, c'est fini, c'est la mort, elle est venue, elle est là. Donc il fallait pas accepter facilement. Le courant est coupé. Lorsque le courant est coupé et puis le moteur s'est arrêté, là j'entendais des cris à l'intérieur qui disaient Allah, 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 qu'est-ce que je t'ai fait, Allah. Et puis j'ai vu un éclair par la fenêtre. Je regardais encore, qui était presque vertical là-haut. Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai pris la décision de sauter parce qu'il y avait une éclair et j'avais aperçu quelque chose qui flottait. C'est cet éclair-là qui m'a fait penser que c'était par la fenêtre qu'il fallait sortir. Donc j'ai dit à Coco que c'était par là qu'on devait sortir. Après que le bateau s'est chaviré, il y avait des gens qui étaient sortis, d'autres étaient à l'intérieur. Et ceux qui étaient à l'intérieur ne pouvaient pas sortir. Ma fille était dans la cabine. Et c'est dans la cabine aussi que j'ai pensé que celle-là ne peut pas s'échapper. Avec 4 de ses cousines, plus son petit-fils, mon petit-fils là. Là, je n'avais aucun espoir. Je n'avais aucun espoir là. Et ceux qui étaient dans l'eau, ils passaient tout le temps à nager. Par malchance aussi, de ne pas savoir nager, beaucoup de monde y ont resté dans le bateau. Et le bateau continuant de se retourner, j'ai pu prendre appui sur le plafond et là dévisser, ouvrir la fenêtre. Coco m'a rejoint et on a pu sortir par la fenêtre et se retrouver à l'extérieur. Et ceux qui étaient sortis étaient plus de 100, mais d'autres ne pouvaient pas tenir jusqu'au petit matin. On a absence de réflexion, quoi. Moi, j'ai un souvenir de là, je ne sais pas ce qu'il faut faire, quoi. On regarde, on n'était pas seul, il y avait d'autres rescapés qui étaient accrochés comme nous, on n'a même pas parlé, quoi. Même pas, on était là en train de contempler un spectacle qui ne laissait aucun espoir. Il y avait un militaire qui était monté, qui était en garde en haut, parce que le bateau il est tombé dans l'eau avec la caisse de gilet. Là. Il a ouvert la caisse, il a pris un gilet, il l'a porté. Et puis il nous disait, nous qui étions en haut là, allez, venez. Mais on ne le voyait pas en ce moment-là, il fait sombre. Moi et Coco, on n'a rien trouvé, quoi. Donc elle étant très faible, il fallait que je l'assiste. Elle ne pouvait pas tenir toute seule. Et ça a duré, en ce qui la concerne, je pense, une demi-heure, 3/4 d'heure. Un de mes amis qui était sorti, mais malheureusement, il était frappé par un fer. Et en nageant, il me disait qu'il a des vertiges. Et je lui disais qu'il faut essayer de te tenir parce que peut-être entre-temps, nous aurons des secours. Elle était épuisée, quoi. Sa fièvre avait quand même baissé la première fois depuis 4 jours, ce soir-là même, dans le bateau. Le traitement contre le palu commençait de faire effet. Il a essayé de forcer, de résister, mais entre-temps, il m'a dit qu'il ne peut pas tenir. Donc c'est ce qui lui a permis de tenir aussi longtemps. Bien sûr, avec mon aide un petit peu, mais pas suffisante, puisqu'elle a fini par disparaître. Il m'a dit, je vous laisse. Il est parti comme ça, je l'ai regardé, et les vagues l'ont emmené. C'est comme ça qu'il est parti. On comptera 64 survivants. Parmi eux, 18 militaires membres d'équipage, des commerçants, des étudiants, et à leur côté, une femme, enceinte d'une petite fille. On a nagé de 23h à 6h du matin. Pendant tout ce temps, on nageait, donc on était trop loin du bateau. J'ai trouvé une manière de grimper sur l'épave et je suis monté dessus après à peu près 1 heure dans l'eau. On est resté dans l'eau
jusqu'aux environs de 6 heures du matin. J'ai nagé presque 5 heures de temps, depuis 23 heures jusqu'à 4 heures du matin, avant de monter sur la coque. C'est moi qui ai passé le moins de temps, puisque je suis le premier arrivé sur l'épave. J'ai entendu Patrice dire « venez par là, venez par là ». C'est en ce moment-là que j'ai nagé sur le côté où Patrice disait « venez par là ». Et les vagues m'ont emmené sur la coque. 22 réussiront à monter sur l'épave. Personne ne leur viendra en aide avant le petit matin, malgré la présence des pêcheurs gambiens. En ce qui concerne ceux qui étaient sur les radeaux de survie, le premier qui a réussi à ouvrir un radeau de survie avec les dents a mis quand même 2 heures. Les fameuses sangles individuelles ont été coupées avec les dents. Heureusement pour moi, il y avait un radeau. Tu connais le radeau, des gens de flotteurs qui sont en haut là. Or que ces gens de flotteurs, c'est les sauvetages, nous on ne sait pas. On l'a attrapé à 3, nous étions à 3. Lorsqu'on l'a attrapé, les vagues nous ont amenés. J'ai vu une fusée de détresse, 2 d'ailleurs. La première, elle n'avait pas tenu longtemps. Et quand je l'ai aperçue, j'ai demandé à Abdou Khadri Sissé. Et cette lumière, il m'a dit que ce sont des lumières d'appel de secours. J'apercevais de la lumière de loin des pêcheurs, des navires, et des éclairs. Et on commençait à crier au secours, mais ils n'entendaient pas parce qu'il y avait trop de vent. On n'est pas sûr que le Diola lui-même ait lancé un signal, ce qui serait quand même étonnant. C'est ceux qui disent qu'ils ne l'ont pas reçu, qui disent qu'il n'y a pas eu de signal d'envoyé. On peut comprendre pourquoi ils disent qu'ils ne l'ont pas reçu, s'ils n'avaient pas quoi faire avec leur message de détresse. En tout cas, les chalutiers, eux, ont envoyé un signal. Pas forcément le bon, d'après le rapport de commission d'enquête. Ils ont envoyé un message de bateau en problème, non pas en détresse. À 3 heures du matin, on m'appelle sur mon portable pour me dire que le bateau a chaviré. C'est de la Gambie que la nouvelle est venue vers le Sénégal. Effectivement, cette nuit-là, c'est-à-dire celle du 26 au 27, j'étais de Dakar. Effectivement, on entendait le Diola le 27 au matin. Mais jusqu'à 5 heures, ce bateau ne s'est pas signalé. Et à 5h30, 5h40, la Marine nationale m'appelait pour me demander si j'en avais ces nouvelles. Nouvelles que je n'en avais pas. Et je me mettais à appeler Diola sur le canal 16. 4-5 fois, il ne répondait pas. Et je disais donc à la Marine qu'il n'y avait pas de nouvelles de Diola. J'étais pas dans la cabine, j'étais en réunion quand l'opérateur m'a appelé pour m'annoncer ou m'informer que le navire le Diola a coulé. Le message que nous avons reçu a été immédiatement enregistré sur le journal de la Vigie à 8h20. Monsieur Ibrahim Ndiaye de Maritalia, un de nos armateurs vient de nous signaler que le Diola a coulé à la frontière gambienne. Message aussitôt transmis au capitaine de corvette Matar Sambou de la Marine. Le point, à 8h40, 13 degrés 12,08 nord, 17 degrés 05,06 ouest. Les premiers qui disent qu'ils ont été au courant l'ont été à 7h du matin, heure à laquelle les piroguiers étaient déjà là depuis 2 heures. C'est le moment où on est monté sur les pirogues à peu près. C'est des pêcheurs gambiens qui étaient dans ce parage-là. Ce sont eux qui nous ont secouru les premiers. Ouais. Ils nous ont pris, ils nous ont emmenés dans un autre bateau de pêche. C'est ce bateau-là qui nous a emmenés à Dakar. J'ai entendu le bruit du moteur. Je me suis rassuré. Je dis là, ce sont des pêcheurs qui arrivent. Et j'ai commencé à crier au secours. J'ai crié à un certain temps. J'ai eu l'impression qu'il entendait mon cri. Quand je dis au secours, lui aussi, il accélère et il diminue. Donc c'est comme ça qu'on faisait. Lui, il a commencé par ceux qui nageaient, les gens comme moi, qui n'avaient pas de sauvetage, qui nageaient ainsi. Il les a pris pour les amener dans cette pirogue de 18 mètres
C'était une petite pirogue et il m'a aidé à monter dans la pirogue. Mais j'étais tellement faible, tellement fatigué que je ne pouvais même pas soulever ma main. Et ils m'ont tiré de l'eau comme on tirait un poisson et on m'a mis dans la pirogue. Les 22 passagers réfugiés sur l'épave seront secourus en dernier. Mais à l'intérieur du Jola, 1800 personnes restent prisonnières. J'ai collé mon oreille contre la paroi et là j'entendais distinctement, vraiment très très distinctement. Des voix différentes, j'ai entendu voix d'hommes, voix de femmes, voix d'enfants. Ils se relayaient pour crier. Sur la coque, j'entendais des cris à l'intérieur, des gens qui disaient à l'intérieur « oué, oué ». Mais ils ne pouvaient pas sortir. Parce qu'il n'y avait pas de débouché. Sérieusement, je ne sais pas si on a commis un péché. Je ne sais même pas si on a tort, nous. Si on a abandonné ces gens à mourir dans le bateau en entendant leurs cris. Les pompiers qui étaient arrivés les premiers, donc il y a 2 pompiers qui avaient été héliportés et qui ont déclaré avoir, eux, eu des échos. Et ça a duré toute la nuit jusqu'à temps qu'on quitte l'épave. Quand ils tapaient sur la coque, ils avaient des réponses. Et ça jusqu'à 17h. En tous les cas, il n'y a pas eu du tout de secours de la Marine nationale. Ils ne sont arrivés qu'en fin d'après-midi sur le site. 18 heures après l'heure du naufrage, ils sont arrivés sur le site. Et 10 ou 12 heures après, il n'y avait plus d'écho et nous avons sorti 268 corps. Dès notre réception à Dakar, il y a eu une cellule de psychiatres, de psychologues pour assister les rescapés d'une part et aussi d'autre part pour assister tous les intervenants. Le personnel médical et puis ceux qui ont manipulé les corps qui ont été repêchés après. Ceux-là ont été confrontés à des horreurs plus atroces que ce que nous on a pu voir. Et on voyait bien parfois quelques plongeurs qui s'énervaient, mais en fait qui pétaient les plombs. Ils disaient qu'on allait à la mort, qu'il fallait plus y retourner. Alors on avait besoin de les calmer eux aussi parce que, bien sûr, nous sur place, on savait bien quand on entrait dans le bateau qui était une épave flottante, qui bougeait, la mer était agitée, donc qui faisait des mouvements parfois très importants. On savait bien qu'on entrait dans un récif qui était mouvant et qui était très dangereux. Mais en fait, on n'y pensait pas. Il fallait entrer dans le bateau, il fallait sortir les corps, il fallait simplement faire cela. Et mourir avec s'il le fallait. Mais en tout cas, il fallait essayer de faire quelque chose. Il fallait aller au bout. Finalement, 551 corps sont repêchés. 4 jours après le naufrage, les recherches sont suspendues. 3 cargos viennent d'accoster. À leur bord, 140 nouveaux corps. Les cadavres sont transportés dans des sacs en plastique, puis entassés dans des conteneurs. Odeur froide, travail difficilement soutenable, angoisse de la contamination. Certains secouristes épuisés s'évanouissent. Depuis 4 nuits, les familles des victimes se relaient aux abords du port. Ils n'ont plus grand espoir, plutôt une manière de se rapprocher des leurs, de croire encore à l'impossible face à la froideur des chiffres. 64 survivants, 350 corps repêchés, 640 disparus. Le premier rapport d'enquête, publié le 5 novembre 2002, évoquera la mort de 1220 passagers. Un bilan encore très loin du compte. Ils sont ceux qui sont les décideurs. Est-ce qu'ils n'avaient pas minimisé l'ampleur de la catastrophe au départ? Une question. Il était déjà vers 8h15, 8h30. Et il y a eu une sonnerie du portable. J'ai pris la communication, c'est le chef d'état-major général des armées qui m'informait que, d'après des informations reçues, le Joola a disparu. Est-ce que réellement l'annonce du chavirement du bateau Joola a été reçue au plus haut niveau à temps?
c'est aux environs de 10 heures. C'était un vendredi, le 27 septembre, que le ministre de l'Équipement et des Transports m'a téléphoné pour m'annoncer que le bateau Le Joola a coulé. Au niveau de l'armée, l'alerte SAR a été déclenchée pour secourir les passagers et que les premiers secouristes étaient sur place. En personnel, nous avons fourni 5 médecins, alors que les forces françaises en comptent 7. Et en matériel, nous avons fourni 3 ambulances de réanimation, ainsi que du matériel de perfusion et des lots de médicaments. La crise a été parfaitement bien gérée au niveau du gouvernement. Quand le drame s'est produit, tout ce qu'il fallait faire a été fait. Alors, Monsieur le Président, on vient d'entendre Madame qui fut votre Premier ministre qui dit la crise a été parfaitement bien gérée. Vous avez dit le contraire. Dès le lendemain, dès la nuit même. Oui, vous savez, les jugements sont très relatifs. Je suppose que Madame le Premier ministre n'avait pas appréhendé les causes profondes de la tragédie et qu'elle a dû vérifier simplement si tel ministre avait fait ce qu'il avait à faire, notamment le ministre des Forces armées. Mais la vérité, c'est que les responsabilités sont individuelles. J'insiste bien. Il ne s'agit pas de responsabilité collective où on ne peut pas situer celle de chacun. Ça arrive. Tandis que dans cette affaire, on sait ce que chacun a fait. Ou n'a pas fait. Ou n'a pas fait, ce qui est aussi une autre faute. Peut-on parler de négligence simplement ou s'agit-il de faute pénale? Comme par exemple le fait de ne pas apporter des secours à des personnes en danger. Le dossier pénal a été soumis au tribunal. D'abord, je voudrais vous dire que dès que j'ai appris cette tragédie, j'ai fait une déclaration. Je me trouvais à l'étranger. Dès que je suis arrivé à l'aéroport, j'ai dit l'État est responsable. Je la sentends civilement. Mais d'une certaine manière, vous avez pris le contre-pied de votre Premier ministre, non, mais, tout à fait, tout à fait. Non, d'abord parce que je suis juriste, je suis avocat, je suis juriste. Je connais la responsabilité de l'État. Alors, donc pour cette raison, d'abord, parce que ce sont les négligences, des fautes d'imprudence et des fautes tout court qui ont été à la base de ce drame. Alors, l'État... Je peux vous demander une précision. Oui. Pourquoi est-ce que l'aviation et la marine ne partent pas tout de suite, dès 8h30? Mais ce sont des fautes. Mais ce sont des fautes. Des fautes certaines. Maintenant, s'agit-il de fautes pénales ou de fautes civiles ou administratives, ça c'est un autre problème, mais ce sont des fautes. Moi, c'est l'ensemble des choses que j'ai appréciées pour dire l'État est responsable. J'entends bien sur le plan civil. Pourquoi? Parce que j'avais le sentiment aussi que les victimes avaient commis des fautes. Je suis avocat de profession. Donc, et dans un accident de la circulation, on apprécie la faute de l'auteur, mais aussi la faute de la victime, si elle en est, qui peut exonérer partiellement ou totalement l'auteur du dommage. Je ne voulais pas de ça. Je ne voulais pas que les avocats aillent au tribunal pour dire oui, c'est vrai, l'État est responsable, mais ces gens-là savaient bien qu'il y avait surcharge ou d'autres n'avaient pas payé de billets, etc. J'ai voulu éviter aux victimes cette discussion qui serait extrêmement pénible. C'est pourquoi j'ai dit, réglons la question de la responsabilité, l'État est responsable. Ensuite, j'ai déclenché une enquête, ce qui est normal avant de faire quoi que ce soit. La commission d'enquête a sorti un rapport qui ne m'a pas donné satisfaction. On le verra tout à l'heure, Monsieur le Président. Et puis après, il y a eu des mensonges, il y a une accumulation les gens n'ont pas été très courageux. Alors, avant d'évoquer cette troisième partie que nous allons voir de Rideau Rouge consacrée aux leçons du Joola, j'ai une question plus personnelle, Monsieur le Président. Vous êtes un homme qui a une longue carrière politique, vous avez un certain âge, on vous présente quelquefois comme le grand-père de la nation.
Comment vous avez ressenti ça, mais intimement, vous, en apprenant que vous avez entendu les récits des enfants, des femmes, il y avait une école, il y avait des gens qui sont restés coincés, enfin, cette espèce de drame terrible dont on n'arrive pas à bien mesurer, sauf à entendre les rescapés, tout ce que cela signifie. Comment vous avez vécu ça, vous, personnellement? La première réaction est une réaction tout à fait humaine. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. J'ai dit, mais ce n'est pas juste que cela arrive pendant que je suis à la tête du Sénégal, une catastrophe pareille. Et ensuite, évidemment, je suis un croyant. Je suis fondamentalement croyant. Je me suis dit, bon, c'est la volonté divine. Mais après ça, j'ai commencé à apprécier notre responsabilité. Je me suis rendu compte qu'il y avait une responsabilité nationale qu'il ne fallait pas cacher et il fallait expliquer aux Sénégalais toutes les causes qui se sont accumulées pour amener à cette situation-là. Alors, nous allons le voir maintenant dans cette troisième partie des leçons du Joola, l'enquête, mais aussi le sentiment d'incompréhension des familles de victimes. Vous allez entendre un récit qui paraît assez étonnant. Ça se passe sur le port de Dakar. Le matin, très tôt, je suis allé au port à 7 heures pour accueillir mes enfants. Donc, il était prévu que le bateau arriverait à 7 heures là. Donc, je suis resté un bon moment, je ne les ai pas vus venir. Et comme le temps passait, je suis allé m'enquérir auprès des gendarmes qui étaient en faction. J'ai eu des nouvelles. Le gendarme m'a dit qu'effectivement le bateau était arrivé. Donc j'avais trouvé une foule qui était dense, qui était assise calmement. Et je suis retourné dans ma voiture quelques minutes encore. Je suis retourné demander au gendarme et il m'a dit naturellement, tranquillement, que effectivement le bateau a bien accosté et que les passagers avaient commencé à débarquer. Je ne pouvais pas imaginer, pour moi tout ça c'était vrai, donc j'étais impatient, j'avais un long programme de début de journée avec mes enfants que j'avais prévu et j'ai pris ma voiture, je suis retourné au bureau tranquillement, sans me rendre compte que le bateau n'y était pas et puis que les passagers n'avaient pas du tout débarqué. C'était le mensonge. C'est vraiment... je crois que c'est ça qui transgresse, c'est ça qui apparaît dans tout le long, en tout cas, de la gestion de cette catastrophe. On a eu l'impression qu'on a été menti depuis le début jusqu'à la fin, je peux dire. Au petit matin, ce vendredi 27 septembre 2002 à Dakar, l'attente commence pour les familles des passagers du Joola. Je suis venue à la recherche de mon jeune frère. On est du même père et de la même mère. Il était allé chercher de la marchandise. Ça fait très mal. Ça, on n'a pas d'informations là-dessus, ça nous tracasse trop. Non, je n'ai pas de nouvelles parce que les gens là-bas à Ziguinchor sont téléphonés. On attend les nouvelles. Et puis ce que l'on redoutait arrive. On annonce officiellement que le Joola a sombré en pleine mer. On identifie les premières victimes. On accroche les premières photos. J'ai mon petit frère étudiant qui est parmi les victimes, mais je n'ai aucune information jusqu'à ce jour. Bon, on nous a parlé des photos, mais il n'y a pas suffisamment. Est-ce qu'il y a de nouvelles photos? Pas encore. On est venu voir, mais on n'a pas aussi cette information. C'est une précaution qu'on prend parce qu'on ne peut pas mettre un nom sur chaque corps alors qu'on n'a pas terminé de procéder à l'identification judiciaire. Vous vous rendrez compte qu'à la lecture du rapport d'enquête qui est sorti sur cette question, que le bateau, sur la dizaine de dossiers ou bien de fiches techniques qu'il devait avoir, n'en avait aucune. Vous vous rendrez compte que la gestion matérielle, technique de ce bateau a toujours été un problème, que les gens ont toujours cherché à occulter, à cacher à l'opinion. Donc c'est dire qu'au niveau de ces dysfonctionnements,
il y en a en amont et en aval de ce naufrage, avant que le bateau ne reprenne la mer, après avoir repris la mer, le suivi, au moment même du naufrage, après le naufrage, la question des secours. Voilà un ensemble de faits qui constituent des maillons de la chaîne de fautes, d'erreurs, d'appréciation, d'intervention qui nous ont amenés à cette catastrophe-là. La responsabilité de l'État du Sénégal dans le naufrage du Joola est avérée. Vous savez que nous sommes dans le cadre du transport maritime et le transporteur est tenu à l'obligation du résultat, c'est-à-dire de transporter les personnes à terme et sans aucun incident ni accident. S'il arrive un accident au cours du trajet, le transporteur est responsable. Donc la responsabilité de l'État dans le naufrage, sur le plan juridique, sur le plan civil, est avérée, personne ne peut le contester. Je ne comprends pas le processus par lequel un navire qui était neuf, qui était bien géré au départ, et qui par la suite a reçu une gestion de cette nature. Je n'ai pas compris ce processus et j'aimerais bien que l'ensemble des responsabilités soient situées par quelque chose d'indépendant pour qu'on puisse nous édifier et qu'on puisse prendre des sanctions sur toute la ligne, toute la chaîne. Il est évident, a priori, sans que cela soit établi, que quelque part, il y a une ou des fautes. Mais c'est l'enquête qui va répondre de manière tout à fait précise.